Bienvenue dans le 4e épisode du podcast S'entreprendre. Je suis trop content de vous retrouver. C'est le 4e de la saison numéro 2. Ça faisait déjà quelques semaines que j'avais pas enregistré. Donc ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Pour ceux qui découvrent le podcast, il se structure de façon assez simple. Petite intro pour expliquer à toutes les personnes qui le découvrent, actualité de la semaine et finalement les enseignements que j'ai de ces dernières semaines que j'ai envie de vous partager. Petite intro pour ceux qui découvrent, je suis Alexis Bouvet, je suis le CEO et le cofondateur de Growth Hiring. On est une agence d'acquisition de talents et un organisme de formation qui va aider les recruteurs à recruter différemment. On va tout simplement leur partager l'ensemble des techniques marketing, commerciales issues du growth qu'on applique au monde du recrutement. Ça fait 3 ans qu'on a créé la structure avec Hugo et Marilou. C'est une aventure qui est incroyable. On a déjà rassemblé plus de 4500 recruteurs dans une communauté, accompagné plus de 100 clients et on a un collectif d'une vingtaine d'experts. Notre vision, elle est simple, c'est devenir l'écosystème de référence qui recrute différemment. Et notre mission, c'est d'aider chacun à trouver sa place dans ce monde, parce que c'est parfois un peu complexe, et de grandir et contribuer au monde qui l'entoure. Je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat au sens large, le fait d'être entreprenant ou entreprenante, est l'un des meilleurs leviers pour mieux se connaître, s'épanouir et grandir. Et c'est s'entreprendre soi-même qui est pour moi une philosophie de vie qui me guide et que j'ai envie de vous partager à travers mes aventures entrepreneuriales, mes projets perso aussi, tout simplement pour que vous puissiez vous-même vous entreprendre au travers de mes apprentissages et mes enseignements. On est parti sur les actualités de la semaine. Les dernières semaines, sur la partie perso, je suis parti à Marrakech. Donc au Maroc, c'était incroyable. Je suis parti là-bas pour fêter l'anniversaire de ma copine. On est parti avec des amis. C'était en vrai, ça faisait longtemps que j'étais pas parti au Maroc et ça fait ce côté un peu choc culturel. C'est le bordel un peu partout. Il y a le souk, ça négocie à droite à gauche. Ça fait du bien de changer et de se libérer un peu l'esprit là-dessus et casser sa routine. C'est un des enseignements que je vous partagerai. Mais en tout cas, Marrakech, c'était super sympa et j'ai fait aussi une semaine à Tarazout. Donc là, c'est plutôt sur la côte ouest du Maroc. Il y a des très bons spots de surf. Donc voilà, j'ai pu me faire 2 petites sessions à côté du taf, donc notamment les week-ends et les fins de journée avec le sunset. C'était vraiment incroyable et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de si bonnes sessions. Donc voilà, je recommande. Entraînement marathon, toujours à fond dans l'entraînement marathon. On a dépassé la moitié de l'entraînement, donc ça c'est génial. Ça fait plaisir. Je crois que je suis à 51 séances sur 74. C'est ce que je traque. Donc là, ouais, on a franchement bien dépassé. La cheville beaucoup mieux. C'était là où j'avais un peu peur. Je me sens beaucoup plus solide aussi sur les distances. Cette semaine, je crois que j'ai fait la plus longue semaine en termes de kilomètres. J'ai dû faire à peu près une 60aine de kilomètres, dont des séances où j'ai fait 23 kilomètres. Et hier, ouais, c'était hier du coup. Là, on est le 17 février. Donc hier, j'ai fait un trail au Portugal, donc à Sintra. Et donc on a fait un trail de 4 heures et on a fait 28 kilomètres. Je crois qu'on devait avoir 1005 ou 2000 de dénivelé. Ouais, c'était incroyable avec des potes de là-bas. Et voilà, ça me rassure sur le fait que je peux tenir 28 kilomètres pendant 4 heures d'effort, sachant que le marathon, je vise 3h30, donc 3h30 d'effort. Donc voilà, ça met bien en jambes là-dessus et faire attention toujours à ne pas se blesser. Prépa triathlon qui va commencer dans 2 semaines. Donc ça, j'ai hâte et en même temps, j'appréhende pas mal parce que je vais devoir caler de la piscine, du vélo là-dedans. Je pense que en termes de volume de sport, ça va être à peu près entre 10h et 15h. Donc ce qui est hyper conséquent. Là, je dois être à peu près à 7h ou 8h. Donc on va faire avec un plus 25%, voire 50%. Donc voilà, ça va être assez solide et j'ai hâte de voir comment ça va s'organiser et s'orchestrer avec le taf. Et recherche immobilière, j'en ai parlé, je crois, lors du précédent épisode. Je recherche un bien immobilier avec ma copine, histoire de pouvoir simplement faire fructifier les revenus et surtout ne pas payer un loyer chaque mois et en n'ayant rien à la clé. Le fait d'avoir quand même un loyer qu'on paye chaque mois, c'est intéressant pour avoir un bien à la fin et capitaliser là-dessus. Je me suis longuement posé la question, est-ce que
on doit seulement acheter? Est-ce qu'on doit acheter pour investir et faire du rendement locatif et ne pas aller mettre les loyers dedans? Donc c'est une question où pour moi en tout cas dans notre situation, la réponse à ça, ça va être de acheter pour y vivre dedans pendant 2-3 ans ou peut-être la durée dans laquelle on est à Lisbonne, donc peut-être 4 à 5 ans et après le mettre en logement locatif. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir un bien qu'on a directement, qu'on se prend pas la tête de louer tout de suite et d'avoir toute cette gestion un peu administrative, un peu relou quoi. Et surtout, ça nous permet de ne pas avoir un autre loyer à côté qu'on paye. Donc ça simplifie la chose. Et aussi avec le Portugal, il y a des avantages à acheter en résidence principale. Bref, je vous épargne tous les détails. L'objectif du coup là, ça va être de trouver des biens. Qu'on a trouvé 7 à Lisbonne, qu'on va visiter, je pense, sur les 2 prochaines semaines. On a trouvé l'agence immobilière aussi qui nous accompagne, un courtier qui nous accompagne aussi pour faire un prêt à la banque qui est en cours là et qui est normalement validé, donc c'est trop cool. Ça avance beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et puis franchement, on va être parti, hein. On va faire les visites dans les prochaines semaines, donc je vous tiendrai au courant. Sur la partie pro, grosse présence sur LinkedIn avec Hugo et Marilou. Là, on s'est mis une déterre. On publie régulièrement, donc je pense 3-4 fois par semaine. Les posts marchent bien. On parle d'entrepreneuriat, de recrutement, de tout ce qui va être aussi automatisation et IA. Donc n'hésitez pas à suivre les profils. Franchement, si c'est des sujets qui vous intéressent, on essaie de faire du contenu quali. On a signé de beaux clients là sur ce début d'année. Franchement, janvier-février, c'est incroyable de notre côté. Donc pas mal de grands comptes. On fait beaucoup de missions, notamment animation et alimentation de viviers de talents. Donc ça, ce sont les entreprises qui ont un pool de talents en interne et ils savent pas quoi en faire. Donc ils ont une base et ils n'ont pas de contenu pour proposer et engager des discussions avec les candidats. Ils n'arrivent pas aussi à alimenter ce vivier. Donc toute cette boucle d'aller trouver les personnes, les stocker dans une base, les nurturer et puis recontinuer comme ça en continu. Et ça marche super bien. Et on a beaucoup de missions là-dessus et ça, c'est génial. Lancement du média aussi fin du mois. Donc le média Gross Hiring, on l'annonce depuis je sais pas combien de temps, mais là on y est proche, on y est presque. Donc fin du mois, le média va sortir. On a déjà 11 épisodes d'enregistrés, donc ça va être un format podcast, interview. On va interviewer des acteurs du recrutement. Ça peut être investisseurs, dirigeants, entrepreneurs, DRH, recruteurs, sourceurs. En fait, toutes les personnes de l'écosystème pour avoir un point de vue global sur l'ensemble des méthodes qui ont été mises en place sur le marché et surtout les méthodes qui fonctionnent et qui peuvent être répliquées. On a une volonté aussi, c'est d'interviewer les personnes sur la partie futur de recrutement, IA, qui façonne aussi nous, notre quotidien. Et on est parti pour les 6 enseignements, je vous l'ai dit. Avant de commencer, premier enseignement, c'est quand tout va bien, attention aux angles morts. Deuxième, avoir un prévisionnel réaliste et des objectifs de vente ambitieux. Le troisième, savoir défocus pour générer du court terme, mais toujours refocus pour bâtir le long terme. Quatrième enseignement, le voyage ouvre l'esprit et libère la créativité. Le cinquième, allouer les bonnes tâches en fonction de son énergie. Et le sixième, la voix de plusieurs vaut mieux la voix d'un seul. On est parti. Je prends une petite gorgée d'eau pour célébrer ce début des enseignements des dernières semaines. Et on va rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, petite parenthèse, c'est toujours un plaisir de faire ce travail-là. Vous vous rendez pas compte à quel point moi, ça me permet d'ancrer et cristalliser mes pensées, à quel point je suis content de pouvoir partager ça et j'espère que ça peut aider les gens. Et à quel point aussi je suis content de mettre cette partie création de contenu dans ma routine et vraiment mon identité d'entrepreneur. C'est vraiment un cap que je passe là sur 2025 et je kiffe bien ça. Donc c'est trop cool. Allez, on est parti. Enseignement numéro 1. Quand tout va bien, attention aux angles morts. Ce qu'on se rend pas compte, je pense, c'est quand tout va bien, on a du succès, il y a des choses qui marchent. Et en fait, on se rend pas compte. On peut ne pas se rendre compte de qu'est-ce qui a marché. Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à générer plus de CA, plus de ventes, etc. ou à améliorer son produit. Et également, quelles sont les
points d'attention, les points de vigilance ou les faiblesses qu'il peut y avoir pendant cette période. Donc, faut pas se faire forcément aveugler par la croissance, par se dire bon bah ça va, tout va bien, j'ai pas besoin de regarder autre part, et bien faire attention. Par exemple, si les ventes marchent bien, le CA marche bien, avoir le temps du coup de pouvoir se pencher sur ok, le produit, qu'est-ce qui peut être amélioré, quelles sont les zones de danger qu'on a quand même et auxquelles il faut faire attention. Il y a aussi un momentum, quand tout va bien, il y a un côté, bon, bah là, je peux accélérer. Donc, c'est-à-dire que faut pas se reposer sur ses acquis. Ok, tout va bien. Bon, je relâche un petit peu, je suis plus chill et on verra ce que ça donne. Logiquement, ça pourrait créer de la décroissance, ou en tout cas, c'est bien effectivement de respirer un petit peu si vous sortez d'une grosse tempête. Mais je pense que c'est un bon momentum pour continuer d'accélérer, profiter de l'inertie et de ce côté, cet élan que vous avez de la croissance pour continuer à accélérer. Et ne pas attendre une crise, selon moi, donc une crise de boîte pour continuer d'apprendre. Je pense que même pendant ces phases de croissance, c'est ce qu'on disait justement sur les signaux faibles de points d'attention qu'on peut avoir, mais même sur une phase de croissance, il y a toujours des enseignements, il y a toujours des choses qui ont bien marché, justement qu'il faut retenir et qu'il faut copier peut-être ou réutiliser à l'avenir. Donc voilà un peu le message, c'est comment faire attention en période de croissance aux angles morts et profiter du momentum pour accélérer. Deuxième enseignement, avoir un prévisionnel réaliste et des objectifs sales ambitieux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi j'avais du mal à savoir comment faire mes prévisionnels et mes objectifs de vente. Pourquoi ? Parce que quand j'ai l'habitude de faire des prévisionnels, moi j'ai un côté plus pessimiste où j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. C'est un peu comme dans l'investissement, soit immobilier, financier, etc. Je préfère faire des prévisions qui sont pessimistes en me disant bon bah ça peut me rapporter ou je vais avoir peu de rendement pour avoir que des bonnes surprises. Et donc moi je pilote la boîte plutôt dans ce sens-là. Et je sais que par exemple Hugo, lui a un côté très ambitieux et même aller chercher des objectifs très élevés, même décorrélés de la réalité, et du coup qui pouvaient impacter le prévisionnel financier. Du coup on avait un peu ces deux visions-là qui se chevauchaient, et je pense que c'est parce qu'on les allouait pas au bon endroit. Je pense, et maintenant là j'en suis convaincu, toute la partie prévisionnelle financier doit être pessimiste ou en tout cas conservatrice pour avoir justement ces bonnes surprises et bien piloter la boîte et ne pas se retrouver en danger dans les prochains mois à cause d'une mauvaise prévision. Par contre, c'est hyper important d'avoir de l'ambition et des objectifs ambitieux, mais ces objectifs-là, moi je vais les mettre plutôt sur les objectifs sales, les objectifs de vente, plutôt l'input qu'on va générer. Et donc ça a été une révélation de notre côté, de se dire bon on est conservateur sur les finances, mais par contre sur les ventes, on est ambitieux, on va aller chercher beaucoup plus. Et donc là, on a réussi à mêler les deux. Et c'était pas forcément facile parce que on voulait les fusionner. Et pour moi, c'est à dissocier. Donc voilà, pour moi, c'est comment on va réussir à créer cet équilibre entre prévisionnel et objectif ambitieux sur la partie sales, commercial. Troisième enseignement, savoir défocus pour du court terme, pour aller financer le court terme, mais toujours refocus pour bâtir le long terme. Ça, c'est pareil, je pense, c'est un sujet que j'ai déjà traité dans les épisodes de podcast, mais où je pense que j'ai beaucoup été soit influencé ou soit ne pas avoir de réponse sur ce côté faut être focus ou défocus. Parce que naturellement, on a envie d'être défocus, mais on a l'impression qu'il faut absolument être focus. Moi, ma conclusion sur le sujet, c'est dans le court terme, pour financer le court terme, et s'il y a un besoin pour la société pour qu'elle ne soit pas en danger et qu'elle survive, il faut défocus pour aller chercher du court terme en termes de revenus, expérimenter des choses, aller chercher du cash, pour après alimenter le focus grâce à ce cash et réajuster à chaque fois. Et toujours avoir des projets qui vont dans le sens du focus long terme, donc c'est-à-dire qui vont développer une offre. Par exemple, nous, l'offre qui marche vraiment bien, on a pas mal qu'on a réussi à, à scaler, entre guillemets, ou à processer, donc qui tournent, et on a d'autres offres qu'on veut lancer. Et donc, quand on veut lancer d'autres offres,
on défocus un petit peu pour comprendre un peu les besoins du marché. On fait des missions pour financer le fait de réajuster et après affiner notre défocus sur les prestations qui nous paraissent les plus pertinentes et qui ont un marché en face. Nous, dans notre cas, ça va être l'alimentation et l'animation de vivier. Là, on a vraiment une touche sur laquelle on a beaucoup de traction et on a des focus pour réalimenter du coup les finances et le cash et après les actions sur le nouveau focus qui est l'offre long terme qui permet de bâtir la boîte long terme. Donc voilà, pour moi le focus ça dépend du besoin de l'activité, court terme, long terme. Défocus, ça peut être une bonne stratégie sur le court terme. Il faut expérimenter de manière contrôlée, bien mesurée, le retour sur investissement et surtout avoir des enseignements. Défocus, ça permet aussi de financer le court terme, mais aussi de voir si ces offres-là peuvent marcher ou pas, que ce soit sur la manière opérationnelle d'être mise en place ou sur la demande marché. Refocus progressivement sur l'offre de manière pérenne et avoir un équilibre à ajuster en permanence entre court terme, long terme, en tout cas dans la phase de bot où on est en recherche de PMF sur des offres. Donc nous, c'est le cas sur les nouvelles offres qu'on veut lancer. Quatrième enseignement, le voyage ouvre l'esprit et libère la créativité. Moi, j'ai un côté, et je pense que c'est très propre à moi, un côté très routinier où j'aime bien savoir ce que je dois faire, quels sont mes rituels du matin par exemple, quelles sont les actions récurrentes que je dois mettre en place. Et donc, je vais avoir une sorte de process, de cadre qui va se mettre, et même des œillères, on pourrait le voir comme ça, des sortes d'œillères qui vont se fixer et qui vont éviter de me détourner de mon quotidien, mais aussi qui vont réduire ma créativité ou mon envie d'aller voir, entre guillemets, ailleurs ce qui se fait ailleurs. Et je pense que le voyage, c'est une des choses qui me permet de sortir du cadre, sortir de mes process, aller expérimenter d'autres choses, aller voir d'autres choses en fait. Le fait de découvrir d'autres choses, ça stimule, je sais pas comment ça se fait de manière physique ou physiologique sur le cerveau, mais ça stimule le fait d'aller chercher de l'innovation. C'est un peu comme la vie des artistes. Si on voit les artistes, aujourd'hui, ils vont être un peu imaginés avec un côté non routinier, aller se balader un peu bohème à droite à gauche, ne pas avoir du tout de routine, de rythme, et ce qui permet justement d'avoir une créativité ou quelque chose qui va casser et saisir chaque opportunité à droite à gauche. Et donc j'ai l'impression que le voyage, ça permet de stimuler ce côté-là de nous, qui va être de capter des choses à droite à gauche de manière un peu différente. Donc pour moi, ça permet de sortir de la routine pour mieux penser. Ça permet un changement de cadre qui va stimuler le côté créatif. Et c'est aussi pour moi un levier hyper puissant pour les entrepreneurs, que ce soit de voyager pour aller rencontrer d'autres personnes. Donc moi, il y a beaucoup de rencontres que j'ai fait en voyage, créer des liens en voyageant avec d'autres personnes et surtout avoir de nouvelles idées en voyageant. 5e enseignement, allouer les bonnes tâches en fonction de son énergie. Ça, j'ai pas réussi à craquer encore le truc. Je suis en expérimentation sur le sujet. Mais c'est Elliot Meunier qui a créé notamment la formation sur Obsidian, qui en a pas mal parlé, où il montre l'agenda qu'il avait avant, donc un agenda time-boxé, donc avec des créneaux à chaque fois, à chaque endroit, qui est très similaire à ce que je fais, et un agenda très vide. Et en fait, lui, sa théorie et sa thèse, c'est il faut mettre en place, mais en tout cas, il faut aller sur les actions qui nous procurent de l'énergie ou en fonction de notre énergie du moment. Donc, c'est-à-dire, vous avez par exemple une liste de tâches à réaliser et en fonction de votre énergie, est-ce que vous avez une énergie plutôt créative? Est-ce que vous avez envie, vous êtes moins attentif? Est-ce qu'à l'inverse, vous avez un focus qui peut être assez conséquent? Et du coup, dans ce cas-là, il faut choisir la bonne tâche en fonction de son énergie. J'ai pas réussi encore à le faire comme ça, exactement. Le week-end, je le fais comme ça c'est intéressant. Parce que moi, j'ai la semaine, j'ai des slots, des moments dans mon agenda où je vais avoir des créneaux dédiés à des tâches.
Par contre, le week-end, j'ai du mal à m'imposer ça parce que je trouve que ça va pas trop avec le côté week-end, bien qu'il faut avancer sur des sujets, pro comme perso. Je trouve que ça met un cadre qui est trop important et même, c'est moins, ça fait moins week-end, quoi. En gros, il y a moins le côté ressourçant. Mais par contre, il faut avancer là-dessus et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir une sorte de to-do list et de tomber cette to-do list en fonction de ses envies et de se dire, bon, bah là, j'ai plus envie de faire ça ou non. Du coup, moi, j'étais un peu tiraillé entre les deux. Est-ce qu'il faut faire vraiment en fonction de son énergie au risque de peut-être ne pas faire les actions qui sont indispensables et qu'on n'a pas envie de faire? Et je pense que c'est peut-être une nuance entre les deux. Donc, c'est-à-dire cadrer. Moi, je cadre du coup mon agenda pendant la semaine avec des créneaux, par exemple, de productivité où je vais être sur les clients, sur la création de contenu ou des sujets où j'ai besoin d'être focus le matin. Et le fait que ce soit le matin, c'est le meilleur moment pour moi parce que c'est le moment où je suis où j'ai le plein d'énergie, je suis en mode avion limite, j'ai envie d'un deep work. Et l'après-midi, je sais que mon énergie, elle est plus à échanger, à discuter, à faire du meeting. Et il y a la phase de digestion aussi après manger. Moment parfait pour discuter avec les gens plutôt qu'être dans un schéma plus exécution. Et donc là, je vais essayer d'avoir des tâches que je vais faire aussi en fonction de mon énergie, où je me dis, bah là, j'avais prévu, par exemple, de faire je dis n'importe quoi, d'avancer sur un projet interne. En fait, là, j'ai des idées, j'ai de la créativité, je vais aller plus sur la création de contenu. Donc ça, je trouve que c'est une notion qui est assez intéressante d'aller juger ou jauger son énergie, essayer d'aligner les tâches en fonction. Et le sixième enseignement, 6 comme ça même, enseignement, la voix de plusieurs vaut mieux que la voix d'un seul. Qu'on a boosté la communication sur LinkedIn par exemple ou sur les réseaux, on s'est pas mal posé la question avec Hugo et Marilou sur comment prendre la parole en tant que 3 fondateurs. Il y avait 2 théories, 2 thèses. La première, c'était qu'il fallait qu'il y ait une personne qui soit extrêmement visible, identifiée, pour que cette personne-là, quand elle martèle des messages, on puisse la reconnaître et ce soit l'égérie, l'ambassadeur de la marque. Deuxième hypothèse, c'était que les 3 fondateurs puissent prendre la parole et tout simplement s'exprimer et avoir 3 voix qui portent, peut-être diluer un peu les messages, mais avec 3 actions différentes. Moi, ma théorie était plutôt sur la première. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de schémas d'entreprise où il y avait un fondateur qui était identifié et qui portait la marque. Et selon moi, c'est ce qui me paraissait naturel. Et je me rends compte que on a une chance avec notre association avec Hugo et Marilou, c'est que tous les 3, on a envie de développer notre personal branding. Tous les 3, on aime prendre la parole. Et tous les 3, on s'est formé sur le sujet. Et tous les 3, on s'auto-alimente. Donc, c'est-à-dire, on peut s'entraider là-dessus. Et du coup, on a plus opté sur l'option 2 avec l'ensemble des fondateurs qui prennent la parole. On pourrait appeler ça la stratégie Avenger. Donc, c'est-à-dire qu'on a, comme dans les Avengers, on a des héros spécifiques sur des thématiques bien précises où ils vont prendre la parole sur ces sujets. Et en fait, cette stratégie-là, je pense qu'elle a beaucoup plus d'impact au final si on a la chance d'avoir des compétences comme ça en interne et une appétence à la création de contenu pour l'ensemble des associés. Parce que pour moi, une voix, plusieurs voix vaut mieux qu'une. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais par exemple toucher une audience. Peut-être que j'aurais fait moins de création de contenu sur la stratégie 2 que stratégie 1 où on aurait mis plus d'efforts sur mon personal branding à moi. Mais par contre, j'aurais atteint des plafonds ou des paliers assez rapidement. Où là, on a 2 autres personnes avec un réseau qui va être différent, une audience qui va être différente, des messages qui vont être différents et peut-être raisonnés vis-à-vis d'autres personnes où là, mes messages vont peut-être pas résonner. Et donc, en fait, je trouve que ça multiplie vraiment par 3 l'impact qu'on a là-dessus. Et donc, j'encourage tout le monde à avoir cette stratégie Avenger, soit avec les associés ou soit avec les employés. Donc, pour moi, ne pas centraliser la communication sur une seule personne, multiplier les voix pour maximiser l'impact, créer une communication collective et forte et encourager les équipes à prendre la parole. Bon les amis, on arrive à la fin de ce 4e épisode de S'entreprendre, sujet philosophique du moment. À quoi on pourrait penser? Moi je dirais dans quel jeu on joue. Ça
c'est un peu ma réflexion du moment où on crée, là par exemple, je suis beaucoup dans la création de contenu. Ça me remet du coup hors de ma zone de confort, où là je dois retrouver un rythme, trouver une nouvelle audience sur, par exemple, le podcast, sur YouTube, où je me lance. Et souvent, on peut vite se comparer. C'est une vidéo qu'a fait Guillaume Moubèche il y a pas longtemps, où il a repris une nouvelle chaîne, notamment sa chaîne française. Et il explique que se comparer, ça peut être vite un mauvais côté de l'entrepreneuriat et moins et avoir une sorte d'aventure moins agréable parce qu'on voit que tout le monde fait toujours mieux ou peut faire toujours plus et il y aura toujours des gens qui sont meilleurs que nous dans certains domaines et disciplines. Il faut accepter, c'est OK. Et c'est de se dire, dans quel jeu on joue? Quel est ton jeu à toi, dans les compétences que tu as actuellement, là où tu es et là où tu as envie d'aller? Et donc, je pense que c'est important de se poser la question, dans quel jeu je suis, dans quel jeu j'ai envie de jouer? Est-ce que j'ai envie de créer une boîte qui va scale, qui va être revendue? Est-ce que j'ai envie de créer une entreprise plutôt lifestyle? Est-ce que j'ai envie d'avoir un bon équilibre pro-perso? Est-ce que je suis dans une phase où je vais charbonner énormément et puis je me reposerai plus tard? Ou est-ce que je suis dans une phase dans laquelle je vais associer les deux? Je pense que c'est important de se poser ça parce que au final, tout ce qui est statut, notoriété, etc., on s'en fout totalement. Mais ça va être plutôt à quel point je suis heureux là où je suis et est-ce que la perspective de bonheur ou en tout cas de bien-être est toujours la bonne sur les prochaines années. Et je pense que c'est ça le plus important. Je vous laisserai sur ces douze paroles de bonheur et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.